Bonsoir. Donc, ce soir, comme annoncé hier, le thème, on va parler de Samuel Paty. Samuel Paty, donc, ça fait 4 ans maintenant qu'il a été assassiné par un terroriste islamiste, euh, poignardé dans le dos, puis décapité post-mortem pour mettre la photo sur Twitter et dire à Macron qu'il a tué, je crois, un chien de l'enfer ou quelque chose comme ça. Donc, un événement très républicain. Donc ce soir, on va en parler. Donc comme je le disais hier, Boris est malade, donc le thème de ce soir, on va le faire en début de semaine prochaine. Donc le thème sur la violence politique, on le fera début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi, on verra. Jeudi, on fera avec Boris Union des droites. On le fera jeudi et pas vendredi, contrairement à ce que j'ai dit hier, parce que vendredi, je serai pris. Donc on le fera jeudi. Teddy, lui, il fera comme d'habitude un live, mais ça, je ne sais pas encore quand il l'a fixé, donc il vous le dira quand le moment venu. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne par le bouton rejoindre sur YouTube ou le soutenir par la cagnotte Tipeee. Ensuite, vous pourrez retrouver l'émission sur Spotify pour ceux qui préfèrent les podcasts. Et donc, on me dit que le son est pas bon. Le son est pas bon. Pourtant, j'ai vérifié les paramètres avant. Euh, est-ce que le son est meilleur? Si quelqu'un peut me faire signe pour voir si le son est meilleur. Ah putain. Oui, on n'entend rien. Oh, que bordel. Bon. En attendant, je vais vous mettre un truc à. Je dédie ce texte à ce décapité le 16 octobre 2020. 3 ans après, il est temps de réaliser que la fameuse phrase lancée par M. Blanquer, il y aura un avant et un après Samuel Paty, n'a pas eu les effets attendus. J'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du pas de vaguisme, ceux qui sont les premiers à se mettre à genoux et à regarder tomber ceux qui sont restés debout, se murmura à l'oreille, « Ah, tu vois, on a bien fait de se coucher. » Mon frère a été reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coût de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'en aura pas sa part du contrat social en lui assurant protection. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions? Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine.
Est-ce que là le son est bon? Faites-moi signe si jamais. Là, normalement le son est bon. J'ai changé les paramètres et j'ai réactivé le son. Donc là normalement c'est bon. Ouais. En tout cas moi sur le retour audio sur mon téléphone j'ai le son qui fonctionne. Après peut-être que le volume est pas top. Donc là, là normalement j'imagine que vous m'entendez un peu plus fort. Je vais vérifier en direct si c'est le cas. Vérifier en direct. Ok. Bon, vous m'excuserez, mais bon, c'est vrai que j'ai déjà eu des problèmes au niveau de la connexion Wi-Fi. En plus, là, problème avec le son, prise de tête. Bon, alors, je refais l'introduction. Ce soir, on va parler de Samuel Paty. Samuel Paty qui a été assassiné il y a 4 ans par un islamiste à la sortie de son collège. On va faire ça parce que Boris est malade, donc ça va être un live de remplacement. Le live avec Boris sur la violence politique, on va le faire lundi, mardi ou mercredi, on n'a pas encore fixé la date. Jeudi, avec Boris, on fait le live Union des droites, comme on avait annoncé. Et Teddy, lui, fera aussi, mais il vous informera quand ce sera le thème et le jour où ce sera prévu. Et donc, pour ce soir, on va commenter ce bouquin. Hop. Ce bouquin, écrit par... Oh là là, avec le reflet, on voit pas du tout. Le cours de Monsieur Paty, donc écrit par la sœur de Samuel Paty, Michael Paty. Mais il faut savoir que Samuel Paty a 2 sœurs. Donc Michael Paty qui a écrit le bouquin, et puis Gaëlle Paty. Et Gaëlle Paty, elle, c'est la sœur qui allait faire un entretien pour le Figaro. Donc on va... Pendant que je remettais le son, je vous ai mis la vidéo de Samuel Paty qui disait que, selon elle, rien n'a changé depuis l'assassinat de son frère, le meurtre de son frère. Ce qu'on va faire, avant d'aller sur le livre de Michael Paty, on va s'intéresser rapidement à la sœur. On va s'intéresser à Gaëlle et à ce qu'elle a dit dans le Figaro. Alors, rencontre Gaëlle Paty, ce que mon frère adorait, réfléchir et faire réfléchir. L'une des 2 sœurs du professeur décapité le 16 octobre 2020 fait part à Libération de son cheminement personnel 4 ans après l'attentat. Elle explique ce qu'elle attend du procès, blablabla, blablabla. Bon, alors déjà, moi, le premier truc qui me choque, c'est cette photo. Cette photo, style artiste raté, style artiste raté de gauche, regard vers le loin pour montrer qu'on a une profondeur et qu'on incarne quelque chose, avec petit foulard, petite mise en scène de soi, dans un article pareil, dont le thème c'est la mort de son frère. Commencer par une photo comme ça, déjà moi, direct, ça m'a choqué. Admettons, c'est pas elle qui a pris la photo, c'est les gars de Libération. Quand ils te disent de prendre la pose comme ça, tu leur dis non. Tu leur dis non, à un moment, un peu de respect. On fait pas un truc pareil. Là, c'est complètement truc de gauchiste. Truc de gauchiste, la photo. Donc elle, Gaëlle Paty, c'est sa sœur qui a fait des déclarations sur le fait qu'on récupérait la mort de son frère. On récupérait. Donc bon, l'article est payant, l'article de Libération.
Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer. En revanche, j'en ai j'ai la version de l'article en entier. Donc on va pouvoir commenter un peu des extraits. Alors au début, le début de l'article, c'est très simple, c'est de la moraline, un mélange de moraline et de sentimentalisme de gauche, avec des effusions émotionnelles sur moi, qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai appris ce qui s'est passé, blablabla, blablabla. Et puis arrive le moment de l'analyse politique. Le moment de l'analyse politique, c'est assez catastrophique. Elle est ici. Non. L'article est long. Voilà. Donc je vais vous lire un passage de ce que dit Gaël Paty à propos de la mort de son frère. Il ne faut pas se tromper de cible. C'est le terrorisme islamiste qui a tué mon frère. Il en est le premier responsable. Bon, là, jusque-là, on est d'accord. C'est du bon sens. L'école doit demeurer intransigeante sur ses règles et la liberté dont elle est le vecteur. Mais j'ai pu aussi constater que l'islamisme prospère sur un vide, sur un désengagement de l'État. Donc là, déjà, ça commence à être un peu glauque, à être un peu douteux comme déclaration. Autrefois, il y avait dans ces quartiers une politique sociale, culturelle et associative qui maintenait un socle commun. Désormais, c'est la déliquescence. Il y a des problèmes de vêtements religieux, oui, mais il y a aussi les gosses qui ont faim, qui viennent plusieurs jours sans s'être lavés, qui ne savent pas lire en CM2. Pour moi, la mission était simplement impossible. Donc ce que nous explique tout simplement Gaël Paty, c'est qu'effectivement, oui, ce sont les islamistes qui ont tué son frère. Oui, très bien. Mais en même temps, ces pauvres petits islamistes, comprenons-le, c'est pas juste une question de ils viennent avec des tenues religieuses faire de la provocation à l'école. Non, non, c'est que c'est des gens qui vivent dans la misère, qui sont délaissés par l'État, et notamment, vous remarquez, ils vont à l'école plusieurs jours sans s'être lavés. Donc en fait, le problème, c'est que l'État n'a pas appris aux islamistes à se laver les pieds. Et parce que l'État leur a pas appris à se laver les pieds, bah, ils se sentent un peu oppressés et ils deviennent méchants. Donc là, ce que dit Gaël Paty dans cet article Libération, c'est catastrophique, ça dégouline de gauchisme pur. Ça dégouline voilà. Comme le dit Huard Martin, discours gauchiste classique, je suis d'accord. Salomon Gilles, il dit c'est social, en insistant sur le A, il précise que c'est de l'ironie. C'est exactement ça. Ce n'est jamais, pour la gauche, ce n'est jamais la faute d'une culture propre et intrinsèque aux musulmans en France. C'est jamais une volonté des musulmans d'être conquérants et d'infiltrer l'école. Et on verra, quand on commentera le livre de Michael Paty, que la deuxième sœur fait pas du tout le même constat. Donc là, on a quelque chose de sordide qui se rajoute à une affaire sordide, c'est que le gauchisme, c'est cette maladie mentale insidieuse qui pénètre les familles, qui s'infiltre dans les familles et qui les fait exploser. Il y a un homme qui est mort. Une de ses sœurs écrit un livre en sa mémoire pour lui rendre sa dignité. C'est d'ailleurs le nom d'un des chapitres du livre, lui rendre sa dignité. Puis il y a l'autre qui dit oui quand même, pour moi c'était difficile, moi je suis de gauche, donc pour moi c'est difficile. Oui, les islamistes ils ont quand même tué mon frère, mais en même temps l'État il est vraiment méchant, pas gentil, pas gentil du tout. Catastrophique, catastrophique. Michael Paty, dont on va commenter le bouquin, que je vous ai mis en vidéo pendant que je réparais le son, elle a fait un constat qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus lucide, beaucoup plus sérieux
sur la réalité de la subversion de l'école. Donc moi, je voulais déjà commencer par un coup de gueule là-dessus parce que à un moment, ça, à un moment, il faut le dire, arrêtons de croire que la gauche, ce sont des gens rationnels avec qui on peut débattre, avec qui on peut discuter. La gauche, ce sont des sectaires. Et comme n'importe quel sectaire, quand ils prennent l'emprise sur un individu, ils font en sorte que cet individu casse ses relations avec ses relations d'avant la secte. Et donc la gauche, elle fait ça systématiquement. Quand quelqu'un devient de gauche, il ne peut plus avoir d'amis de droite, il doit renier ses parents si ceux-ci sont trop de droite, trop conservateurs. Ses frères et sœurs, pareil. Renoncer à ses amis. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve encore et encore et encore et encore dans la mentalité de la gauche. Donc moi, ça m'a profondément dégoûté, je vais pas vous mentir, quand j'ai lu ces articles, enfin cet article. Il y en a un deuxième de Libération, parce que vous imaginez bien que quand il y a, un truc crade à faire, Libération est toujours dans le coup. Un deuxième qui est cette fois un édito, donc de Paul Quignot. Qui est Paul Quignot? Mystère et boule de gomme. Et donc Paul Quignot, c'est Gaël Paty, au nom de votre frère. Au-delà de l'émotion et de la révolte, l'assassinat de Samuel Paty nous a fait ériger le métier d'enseignant au-dessus de tous les autres. Bon, la même photo dégueulasse de professeur gauchiste, artiste raté, narcissique. Et puis, voilà, c'est pendant tout l'article, c'est larmoyant. Commencer par des excuses, Gaël Paty les mérite, elle s'est confiée à Libération. Elle s'est confiée, c'est pas elle a parlé, c'est pas elle a témoigné, c'est elle s'est confiée. C'est confié, c'est intime. On rentre dans son intimité parce que la gauche a un rapport incestueux à la vie sociale. Voilà. Il faut toujours être intime avec les gens à gauche. Car oui, Gaël, il y a 4 ans, mais encore aujourd'hui, l'assassinat de votre frère nous a fait pleurer, nous a révoltés, mis en colère, fait penser à un père, un frère, une amie, un voisin, qui comme lui ont exercé ou exercent le métier de professeur, blablabla, blablabla, du pathos, de la moraline, du sentimentalisme. Ils reprennent la citation que Gaël Paty dit dans l'autre article. Mon frère n'avait aucun combat, aucune colère. Sa seule volonté était de former des esprits libres, et il y a mis toute son énergie. Ce qu'il adorait faire, c'est réfléchir et faire réfléchir. Donc voilà, c'est un homme qui n'avait pas de haine. Donc vous n'aurez pas ma haine. Comme après le Bataclan, vous n'aurez pas ma haine. Nous ne devons pas avoir de haine envers ceux qui colonisent notre pays et qui veulent nous massacrer. Voilà. Maximator a raison. Libération, cette boussole inversée. Donc, ça, c'est catastrophique. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le bouquin. Alors, on va maintenant un peu rentrer dans le fond, maintenant qu'on a fait ce coup de gueule. Rentrer dans le bouquin de Michael Paty. Alors, il est assez bref, il se lit très bien, très facilement, très bien écrit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. D'autant plus que c'est courageux de la part des familles des victimes de prendre la parole publiquement. Souvenons-nous qu'il y a encore quelques années, la plupart du temps, les familles de victimes se tairaient dans le silence. C'est récent qu'elles commencent à parler et qu'elles ont ce courage. Donc, le début du bouquin commence par une introduction avec le récit de comment Michael Paty a appris la mort de son frère. Alors déjà, ça, c'est complètement atroce parce que les parents ont appris la mort de leur fils par les médias, parce qu'ils ont entendu le collège du Bois d'Aulne, un professeur d'histoire géo du nom de Samuel P. a été assassiné devant le collège du Bois d'Aulne. Donc évidemment, ils ont compris. Donc déjà, ça c'est atroce. Elle apprend que son frère est mort donc. Et elle raconte que au début, elle a essayé de rester, comment dire, elle a essayé d'intérioriser sa peine. Elle a
elle a voulu jouer le rôle un peu de la sœur éplorée. De la sœur éplorée jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que ça la rongeait de l'intérieur et qu'en fait non. Elle, ce qu'elle voulait, contrairement à Gaëlle Paty, elle, ce qu'elle voulait, c'était, agir, faire quelque chose, se mobiliser, être dans l'action. Huor Martin dit: «Les journalistes sont des charognards», je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Et donc elle a décidé de faire une enquête. De faire une enquête pour retracer le cours de Samuel Paty, à partir duquel, la polémique, le scandale a commencé, et ensuite le récit, le déroulé des événements, du cours jusqu'au moment de sa mise à mort, de son assassinat. En introduction, Michael Paty écrit: «De ce long travail d'enquête, je suis ressorti avec la conviction que mon frère n'a pas été assassiné par hasard. Il est mort parce que face à l'offensive islamiste, nous n'avons produit depuis des années qu'une série de renoncements qu'on croyait sans importance, mais qui, mis bout à bout, ont construit un système. Nos dirigeants successifs espéraient ainsi conserver la paix civile. Ce fut une grossière erreur d'analyse, car l'islamisme n'est pas un ennemi avec lequel on peut s'asseoir à la table des négociations. Il est un projet politique totalitaire, conquérant et qui voit à long terme. Voilà pourquoi ces émissaires ont choisi de s'attaquer à l'école. Eux qui endoctrinent dès le plus jeune âge savent mieux que quiconque quel est le lieu du futur, l'endroit par excellence où sont formés les esprits libres de demain. Or, les islamistes ne veulent pas de cette liberté contraire à la charia, et ils ont bien compris que si nous cédions sur l'école, la prochaine génération ne sera plus armée intellectuellement pour défendre nos valeurs. La décapitation de mon frère doit être notre électrochoc. 3 ans après lui, Dominique Bernard est tombé sous les coups de poignard d'un autre islamiste dans son collège, à Arras, 7 fois. Non, à Arras. Et 7 fois, il n'y a même pas eu besoin des caricatures pour justifier le crime. Ce qu'il était, un prof, a suffi comme mobile. Donc ça, ce que je vous ai lu, c'est le résumé de l'enquête, c'est la conclusion de l'enquête que Michael Paty a fait sur l'assassinat de son frère. Alors tout de suite, on voit 2 salles, 2 ambiances, entre Gaël Paty qui nous explique que l'État s'est désengagé parce qu'il n'a pas appris aux jeunes musulmans à se laver les pieds, et Michael Paty qui dit: «Non, non, c'est un projet politique d'infiltration et de destruction de l'école pour rendre conforme l'éducation aux principes de la charia». Donc 2 salles, 2 ambiances. Le premier chapitre, c'est enseigner la liberté d'expression. Alors ce chapitre, il est très intéressant parce qu'il donne, l'exact détail du contenu du cours qui a donné lieu à l'accusation d'islamophobie qui a ensuite mené à la mort de Samuel Paty. Ce cours, c'était, comme vous le savez probablement, un cours sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression et notamment sur les caricatures. La méthode pédagogique utilisée par Samuel Paty, c'est la méthode, recommandée par le ministère de l'Éducation, qu'on trouve sur une plateforme qui s'appelle Eduscol. Hem et Samuel Paty a thématisé le cours à partir d'un dilemme. Le dilemme, c'est être ou ne pas être Charlie. Être ou ne pas être Charlie, ça veut dire: faut-il publier les caricatures pour faire vivre la liberté d'expression? Ou ne faut-il pas les publier pour éviter la violence? C'est ça le dilemme que Samuel Paty voulait présenter, à ses élèves. Donc pour le faire, il a structuré son cours où il a commencé par, parler de la liberté d'expression, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il a pris des exemples de caricatures. Il s'est appuyé, comme le recommande Eduscol, donc le ministère de l'Éducation, comme le recommande le ministère de l'Éducation, il s'est appuyé sur l'actualité. Et donc, comme c'était l'époque des procès de Charlie Hebdo, il s'est appuyé sur l'événement Charlie Hebdo.
ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il a montré une série de caricatures historiques, voilà, des caricatures historiques, et ensuite, il leur a proposé un tableau, un tableau à 2 colonnes. Première colonne, être Charlie, deuxième colonne, ne pas être Charlie, et le but était pour chaque élève de proposer des arguments pour et contre. Donc des arguments pour être Charlie et des arguments pour ne pas être Charlie. Donc déjà, on voit que dans la méthode pédagogique, il y a un vrai souci de l'argumentation de la part de Samuel Paty. Il a essayé de faire quelque chose de vraiment didactique, de pédagogique. Et honnêtement, ce chapitre est très intéressant à lire parce que on voit là-dedans que Samuel Paty était quand même un professeur consciencieux, pointilleux et soucieux du fait de développer la pensée critique de ses élèves. Et donc ça c'est en gros, c'est la partie du cours qui n'a pas posé problème. La partie du cours qui a posé problème, c'est que juste avant de remplir le tableau à 2 entrées, il a proposé de montrer les caricatures de Charlie Hebdo, qui sont la justification de l'attentat. Je crois que c'était en 2015, l'attentat de Charlie Hebdo. Il a proposé de montrer les caricatures. Et le dilemme pour Samuel Paty, le dilemme pour Samuel Paty, c'est concilier 2 principes contradictoires. La liberté de la presse, qui dit qu'on a le droit de caricaturer, et la liberté de conscience, qui dit qu'on n'a pas le droit d'imposer ou d'interdire la pratique d'un culte. Donc je vais vous lire là-dessus ce qu'en dit Michael Paty. Vient maintenant le moment de montrer les caricatures. Samuel propose à ses élèves de visualiser 3 dessins de Mahomet, 3 images dont une qu'il qualifie de trash. Mais au préalable, parce que nous sommes dans une société laïque qui oblige la République à ne pas imposer elle-même une idéologie, ce qui explique la neutralité et l'impartialité des institutions républicaines et des fonctionnaires, mon frère autorise ceux qui pensent pouvoir être choqués à sortir quelques minutes dans le couloir, accompagnés de l'auxiliaire qui aide 2 enfants en situation de handicap. En d'autres termes, après avoir garanti la liberté de la presse en proposant le visionnage des caricatures, il s'assure, en offrant la possibilité de sortir un instant à ses élèves, que la liberté de conscience de chacun est respectée. La neutralité est une position d'équilibriste, et en l'espèce, Samuel parvient à la tenir parce qu'il pose ces 2 actes simultanément. À aucun moment, il ne fait l'éloge des caricatures, mais seulement celui de la liberté permettant d'en faire, puisque le délit de blasphème n'existe pas dans le droit français. 5 élèves acceptent sa proposition et sortent de la classe. Donc là, on voit la logique, on voit le raisonnement. Alors, bon, du point de vue de la laïcité défendue par Samuel Paty, je pense effectivement que la solution qu'il a proposée, de montrer les caricatures et autoriser ceux qui ne veulent pas les voir à ne pas les voir, c'était un compromis cohérent. Après, moi je ne serais pas d'accord sur la prémisse. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité républicaine, pas la laïcité historique, pas la laïcité telle qu'elle a été conçue avant 1789. La laïcité telle qu'elle est conçue depuis 1789, pour moi, est une contradiction dans les termes. Elle est fausse. Elle n'existe pas. Là-dessus, je vais vous mettre un petit extrait d'un professeur d'histoire lui aussi, qui s'appelle Jean-François Chemin. Jean-François Chemin qui nous parle de laïcité. On va mettre que le début, je ne vais pas mettre l'intégralité. On manque de vérité tant que à des jeunes qui sont imprégnés d'une confusion entre politique et religion, tant qu'on viendra leur affirmer que notre laïcité est neutre religieusement, alors qu'elle est évidemment un avatar et un héritage du christianisme, ils ne le comprendront pas. Fin février, un proviseur a été menacé de mort. Donc ça, c'est la citation mise en exergue par Le Figaro. Jean-François Chemin nous dit que la laïcité n'est pas neutre.
La laïcité n'est pas neutre religieusement. Je vous invite à aller voir l'intégralité de la vidéo, elle est pas longue, elle fait 11 minutes. Dans cette vidéo, Jean-François Chomaz explique par exemple à un moment, il prend l'exemple des interdits alimentaires. L'idée qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire sur base religieuse est une idée chrétienne. Dans le judaïsme, dans l'islam, il n'y a pas cette idée qu'il n'est pas religieux d'avoir des interdits alimentaires. Donc, effectivement, du point de vue du musulman ou du point de vue du juif, dire que la laïcité impose de ne pas avoir d'interdit alimentaire, eux te disent, oui, non, mais ça c'est chrétien. C'est les chrétiens qui n'ont pas d'interdit alimentaire. Ce ne sont pas nous, musulmans. Ce ne sont pas nous, juifs. C'est l'exemple que prend Jean-François Chomaz, qui est un exemple de bon sens. La laïcité, à la base, c'est quoi? Jean-François Chomaz a écrit un livre sur le sujet, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Jean-François Chomaz, il écrit que la laïcité, c'est d'abord et avant tout la religion qui se protège de l'État et pas à l'inverse. C'est la religion qui se protège de la prétention théocratique de l'État. En disant, cette fameuse phrase que Zemmour a citée à foison pour la campagne présidentielle de 2022, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses religieuses pour les hommes religieux, les choses politiques pour les hommes politiques. On sépare le temporel et le spirituel. C'est une idée chrétienne. C'est une idée chrétienne que l'État, le pouvoir politique, n'a pas le droit d'imposer un état de conscience à la population. La population, ça ne veut pas dire que la population peut faire comme aujourd'hui. Comment le formuler? La manière dont je l'ai dit, ça pourrait laisser penser que l'État doit être donc l'État ne doit pas prendre de position, ne doit pas imposer une religion, et la société doit être neutre religieusement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'État, la politique, ne peut pas nous forcer à croire, ne peut pas nous forcer à avoir la foi. Ça nous revient à nous. Ça revient aux gens, ça revient aux individus, ça revient à la société. Ça ne veut pas dire que la société doit être neutre religieusement. Ça ne veut pas dire que la société ne doit avoir aucune religion commune, aucune morale commune. Ça veut simplement dire que dans la pratique religieuse, dans le fait religieux, on exclut la contrainte. On exclut la contrainte. Je pense que l'interprétation historique qu'en fait Jean-François Chomaz est largement plus cohérente que ce que nous propose la laïcité républicaine. Cette même laïcité républicaine qui est celle que Samuel Paty défend. Donc moi, sur la question de fond, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la définition de la laïcité. Maintenant, comme je le disais, à partir du moment où on admet sa définition de la laïcité, j'estime effectivement que c'était plutôt un bon compromis que de montrer les caricatures et de laisser ceux qui ne voulaient pas les voir sortir. Et ce compromis, c'est celui que je vous ai lu, c'est celui que Michael Paty a, je pense, très bien expliqué, résumé. Ça, c'est le cours. Donc, je lis rapidement vos commentaires et puis ensuite on passe au chapitre suivant. Alors, ce n'est pas le rôle de l'État de faire de la théologie morale. Je suis d'accord. Dans les débats sur la laïcité, on ne cite jamais la religion qui pose problème, on dit juste religion. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, on fait comme si toutes les religions pouvaient être laïques. On fait comme si la laïcité n'était pas une idée chrétienne, alors que c'est une idée chrétienne. C'est ce que j'ai expliqué, c'est pour moi la contradiction fondamentale dans le raisonnement de Samuel Paty. Mais si on accepte cette contradiction, alors je pense que la solution pédagogique qu'il a proposée était cohérente. Umberto, la laïcité à la base est inspirée du christianisme, mais en réalité c'est en s'excluant de la partie politique pour le religieux.
à l'inverse de l'islam ou du judaïsme, où l'État, la politique et le spirituel ne font qu'un et doivent être imposés aux autres. Exactement. Exactement. Umberto a redit ce que j'ai développé. Et Huor Martin qui dit la laïcité fonctionne dans un pays chrétien à 90%. Bon, évidemment, le public de ISTV, on est une petite niche, donc évidemment que ça ne m'étonne pas d'avoir des gens qui sont globalement d'accord avec mon analyse, mais ayons quand même conscience que cette position critique de la laïcité républicaine, nous sommes une minorité à l'avoir. Nous sommes une minorité à l'avoir parmi les Français, parce qu'évidemment, les immigrés, eux, sont contre la laïcité, mais parce que eux, ils veulent une théocratie. Eux, ils veulent une théocratie, ils veulent que l'État impose une religion aux gens. Ils veulent que l'islam devienne une religion d'État. Donc, ils sont contre la laïcité républicaine, mais pas pour les mêmes raisons que moi et que vous. Donc voilà, ça, il faut bien le garder en tête. Huor Martin, d'ailleurs, on n'avait pas de problème de laïcité jusqu'à la fin du XXe siècle. Et qu'est-ce qui a changé à la fin du XXe siècle? Je vous le demande. Donc ça, c'est le cours qui pose problème. On voit bien que ce cours, finalement, tout s'est plutôt bien passé. La pédagogie était sérieuse, le contenu était sérieux, il y avait un vrai effort d'argumentation pour et contre les caricatures de Charlie Hebdo. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on passe d'un bon cours de collège à plusieurs semaines de menaces et de harcèlement qui mènent à un assassinat? Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une élève de Samuel Paty qui, le jour du cours, le jour du cours sur les caricatures de Charlie Hebdo, n'est pas venue en classe avec un mot d'excuse signé par ses parents pour justifier qu'elle n'est pas venue en classe. Cette élève, qui est nommée Z dans le livre parce qu'elle est mineure, donc son identité n'est pas révélée, cette élève était une élève problématique, qui avait énormément de comportements gênants qui perturbaient le fonctionnement du collège. Ce qui a fait que quelques jours après le cours qu'elle a loupé, elle n'était pas présente pendant le cours, elle l'a loupé, elle a été exclue du collège. Cette fille est importante parce que c'est à partir d'elle que tout commence. Cette fille raconte à ses parents que, enfin, on ne sait pas exactement si elle raconte à ses parents, mais en gros, ce qu'on sait, c'est que elle et ses parents prétendent qu'elle était au cours, que pendant ce cours, Samuel Paty a visé explicitement les musulmans et leur a demandé de sortir parce qu'ils étaient musulmans et parce qu'il allait montrer des caricatures. Le père de cette fille a réagi en publiant sur le réseau social, alors je ne sais plus lequel c'était, mais en tout cas, il a publié, c'était sur Facebook, il a publié 3 posts sur les événements. Voilà ce que raconte le père. Donc le père s'appelle Brahim Shnina. Il écrit « Incroyable mais vrai, et ça vous concerne tous et toutes ». Alors déjà, vous remarquez l'écriture inclusive. Ce matin, le prof d'histoire de ma fille en 4e demande à toute la classe que tous les élèves musulmans de la classe lèvent la main. Ensuite, il leur dit de sortir de la classe car il va diffuser une image qui va les choquer. Certains sortent et d'autres refusent, dont ma fille. Ensuite, ce professeur diffuse l'image de quelqu'un nu et leur dit que c'est le prophète des musulmans, notre cher bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout nu. C'est une honte venant de la part d'un professeur qui apprend à vos enfants l'histoire. Pour ma part, je ne laisse pas passer demain, je vais aller voir le directeur car ma fille est exclue 2 jours du collège. Donc là, déjà, le mensonge se met en place. La fille n'était pas présente pendant le cours, il dit qu'elle était présente dans le cours. Il prétend que Samuel Paty a spécifiquement ciblé les musulmans, ce qu'il n'a pas fait. Et il prétend que sa fille a été exclue à cause de la critique qu'elle a faite, de la discrimination que les musulmans auraient subie pendant ce cours, alors qu'elle a été exclue pour des raisons de mauvais comportement. Ensuite, le père
donne l'adresse du collège, le nom de Samuel Paty, et il publie un autre message dans lequel il dit « Chers frères et sœurs, cette histoire est vraie et c'est arrivé à ma fille. Soyons fiers de notre religion et de notre prophète, Salah, Lahou, enfin le truc, voilà, qui nous a appris la religion musulmane et surtout le bon comportement. » Et là, il appelle à l'action. Faites minimum un courrier au collège ou au CCIF, ou à l'inspection académique, ou au ministre de l'Éducation, ou au président, mais faites quelque chose. Donc là, il y a clairement un appel à la mobilisation. Cet appel à la mobilisation est entendu par un militant frériste, Abdel Hakim Sefrioui. Abdel Hakim Sefrioui, c'est lui qui va médiatiser et donner toute l'ampleur au mensonge de cette fille, Z, qui a été relayée par son père. Le père, c'est Brahim Chnina. Donc, c'est comme ça que commence l'affaire Samuel Paty. Un mensonge, repris par le mensonge de la fille, repris par le père, relayé par un islamiste frériste connu des services de renseignement. Donc là, tout de suite, on voit le parallèle. On passe d'un cours normal, tout à fait normal, clair, structuré, cohérent, trop libéral à mon goût, mais cohérent, à d'un coup un délire de persécution avec le père et sa fille qui imaginent qu'ils ont été ciblés eux personnellement. Ensuite, ce que raconte Michael Paty, bon ça je vais pas vous lire, vous lirez le livre si ça vous intéresse d'avoir les détails. Ce qu'elle raconte, tout simplement, c'est que l'école, le collège, les collègues, la principale, se sont désolidarisés de Samuel Paty. Elle prend plusieurs exemples, je vais vous en citer deux. Dans le rapport d'incident que le principal envoie que le principal envoie, elle écrit que c'est Samuel Paty qui a commis l'atteinte à la laïcité et que c'est le groupe d'élèves qui est victime de l'atteinte à la laïcité. Donc déjà, il y a déjà une inversion de la culpabilité. Samuel Paty est considéré comme coupable au départ. Autre exemple qu'elle donne, c'est un professeur d'une autre matière qui visiblement était terrorisé par le fait qu'il puisse y avoir qu'il puisse être victime de violence, qui, lors d'un cours, consacre 20 minutes, donc 20 minutes sur une heure, c'est un tiers du cours, à se désolidariser des propos de Samuel Paty et à critiquer les propos de Samuel Paty. Donc voilà, elle raconte le détail de ça, mais c'est un homme qui a été totalement lâché. Il a été lâché. Je rajoute un détail pour finir sur le deuxième chapitre. Le père qui a relayé le mensonge de sa fille a fait une vidéo dans laquelle il a fait une vidéo suite au post que je vous ai lu, dans laquelle il appelle à la mobilisation. Dans cette vidéo, il donne son numéro de téléphone. C'est à partir de ce numéro de téléphone que le meurtrier a pris contact avec lui. Donc, franchement, le livre, il est très bien écrit, il se lit très bien, il est... en fait, c'est vraiment presque un peu un policier, une enquête. Tout est séquencé, tout est clair, tout est précis. On comprend beaucoup de choses sur le déroulé des événements quand on lit le bouquin. Donc ça, c'est le deuxième chapitre, Anatomie d'une cabale. Et effectivement, on comprend bien le tir, puisque à partir d'un événement, un non-événement, parce que ce cours, littéralement, était un non-événement. Il y a toute une dynamique collective, toute une dynamique islamiste qui s'est mise en œuvre. Ce que dénonce Michael Paty dans l'introduction, ce que je vous ai lu, quand elle a dit que c'est une série de renoncements. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une excuse, il y a eu un mensonge,
Il y a eu une attaque islamiste, une attaque réputationnelle, une attaque verbale initialement. Et à partir de là, l'administration, le collège, la police, tout le monde a renoncé. Et c'est ce que dénonce Michael Paty. Bon, finalement, à la fin, euh, je vous lis la fin de ce chapitre. Donc elle parle de Samuel Paty. Masqué et encapuchonné au point que je serais incapable de le reconnaître sur les vidéos de surveillance que je verrai par la suite, Samuel Paty sort de l'établissement. C'est lui, disent les collégiens en le désignant du doigt aux terroristes, parce qu'il y a des collégiens qui l'ont désigné, qui ont collaboré. Celui-ci leur demande de quitter les lieux et prend Samuel en chasse. 100 mètres plus loin, dans la rue pavillonnaire du Buisson-Moineau, Anzarov se jette sur Samuel, le poignarde dans le dos de plusieurs coups de couteau, dont certains seront transfixiants, donc c'est-à-dire le transperce de part en part. 17 en tout, 17 coups de couteau. Il lui braque son pistolet sous le menton, donc un pistolet à billes, probablement pour exiger de lui des excuses. On a retrouvé à l'autopsie une balle airsoft logée à cet endroit du visage, puis le décapite sur le trottoir comme il a vu des hommes égorger des animaux dans des dizaines de vidéos qu'il a regardées depuis des semaines. Pour finir, il sort son portable, prend en photo son massacre et le publie sur Twitter avec ces mots: à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mohamed. Voilà la mort de Samuel Paty. Chapitre 3, rendre à Samuel sa dignité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un des objectifs de la sœur, c'est de rendre à son frère sa dignité en tant que professeur. De bien rappeler qu'il n'est pas un coupable dans cette histoire. Ce n'est pas lui qui a fauté. Ce n'est pas lui qui a commencé. Ce n'est pas lui qui a commencé à. Ce n'est pas lui qui a discriminé les musulmans à la base, et ce qui serait passé, ça aurait juste été les musulmans qui se défendent. Pas du tout. C'est une mise en scène, c'est un montage depuis le début. Depuis le début, c'est une manipulation. Je lis vite fait vos commentaires avant de passer au chapitre 3. Umberto, remarquez que Macron parle de ces faits avec des pincettes par peur de chauffer les banlieues. Et ouais, toujours. Maximator, Samuel Paty faisait juste son travail et il a été tué pour ça, c'est terrifiant. Je suis tout à fait d'accord. Chapitre 3. Alors, je vous avais noté la page 85. Ici, c'est Michael Paty qui commente les actions de son frère. Donc, comme je vous ai dit, son but, c'est de rendre la dignité à son frère. Michael Paty écrit: aujourd'hui, des gens continuent d'affirmer qu'il n'aurait pas dû montrer ses dessins, au motif que les croyants s'en sentent offensés, ou même simplement indisposés, comme j'ai pu l'entendre. D'autres considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans l'outrance pour faire vivre la liberté d'expression, que cela n'est rien d'autre qu'une provocation. Alors, parenthèse vite fait, mais en gros, ces gens-là considèrent que la liberté d'expression, c'est se censurer en sachant que si on ne le fait pas, on va se faire assassiner. Des lâches. Des lâches. À tous ces gens, je veux dire qu'ils se trompent, parce qu'il n'y a de liberté que pleine et entière. Vouloir prendre en compte la susceptibilité religieuse des uns et des autres n'aboutit qu'à une chose: l'autocensure. Et là, elle cite le philosophe français Julien Freund. Elle cite: vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Et du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Michael Paty commente: à la fin, il n'y a plus de liberté du tout. Donc encore une fois, 2 salles, 2 ambiances entre les 2 sœurs. D'ailleurs, tiens, je voulais vous le montrer tout à l'heure, j'y ai pas pensé, donc je vais le faire maintenant.
la Gaëlle Paty, donc la deuxième sœur de Samuel Paty, a une librairie. Elle a une librairie. Et dans cette librairie, elle vend des bouquins, normal. Voilà le message publié par la librairie dont est propriétaire la sœur de Samuel Paty. Aujourd'hui sort un livre intitulé Le cours de Monsieur Paty, aux éditions Albin Michel. Par ailleurs, le journal Libération fait sa une sur le témoignage de Gaëlle après 4 ans de deuil et de tentatives de compréhension des faits et intentions. À la librairie La Chouette qui lit, à notre humble échelle, nous avons toujours soutenu la tolérance, la compréhension des contextes et des idées dans un esprit de concorde pour tenter de mieux vivre ensemble. Et nous comptons bien continuer ainsi. Alors nous avons fait notre choix. Nous vous encourageons à vous procurer le Libération du jour et de ne pas vous donner la peine d'acheter le livre, le cours de Monsieur Paty, sans esprit de haine, de jalousie ou autre sentiment négatif, bien au contraire. Si ce n'est peut-être la déception et de la colère retenue. La mémoire de Samuel mérite d'être honorée à sa juste mesure et pas d'être utilisée à des fins politiques, contraires à cette idée. Voilà. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas compris le parallèle avec la citation de Julien Freund rapportée par Michael Paty, on est exactement là-dedans. Gaëlle Paty, mentalité typique de gauchiste, elle pense que si elle est gentille, les gens vont être gentils avec elle. Et surtout, pas de récupération. Effectivement, Maximator a raison d'insister sur ce fait-là. Michael Paty, c'est une autre ambiance. Elle nous explique que du moment que l'ennemi nous a désignés, nous sommes son ennemi. De fait. C'est comme ça. C'est comme ça, ce n'est pas nous qui choisissons. Comme tous les pacifistes, écrit Julien Freund. Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Encore une fois, le gauchisme est une maladie mentale. Le gauchisme est une secte. Le gauchisme détruit les couples, les familles, détruit les nations, détruit les communautés. Le gauchisme détruit tout sur son passage. C'est une secte. C'est une secte qui ne tolère rien d'autre que lui-même. Et personnellement, voir que au sein d'une famille, après un tel événement, elle ose faire ça à son frère. Elle ose faire ça à la mémoire de son frère. Et à accuser sa propre sœur de récupération politique. Mais on est au comble de l'ignominie. C'est répugnant ce qu'elle fait. Donc, sur la question, je reviens au bouquin. Samuel Paty, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lui, ce qu'il voulait, c'était concilier la liberté d'expression et la neutralité exigée par la laïcité. À partir de 2015, Samuel Paty a commencé à proposer à ses élèves de sortir pendant l'affichage des caricatures. Pour l'expression que pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, la laïcité doit rester neutre selon lui. Donc, comme il doit être neutre, il ne peut pas prendre position contre les musulmans qui dénoncent un blasphème. Donc là, tout de suite, on remarque la contradiction. Parce que pour lui, la neutralité, c'est ne pas prendre position contre ceux qui disent il faut mettre fin à la liberté d'expression au nom d'un blasphème religieux. Contradiction dans les termes. Soit il y a une liberté religieuse de caricaturer les religions, et dans ce cas, on le fait, soit il n'y a pas cette liberté-là. Si la laïcité commence à nous dire nous ne devons pas prendre parti contre ceux qui sont contre la liberté d'expression, ça veut dire que la liberté d'expression ne vaut pas. La liberté d'expression, la liberté de la presse n'existe pas de fait. De fait. Donc ici, c'est une contradiction logique c'est une contradiction logique dans la pensée de Samuel Paty, mais en même temps, soyons honnêtes,
c'est la pensée d'une époque. C'est vraiment la pensée d'une époque. C'est une pensée pacifiste, béate, qui pense que les religions, c'est mauvais, les religions, c'est mauvais, les religions, c'est le mal. Et donc, pour purger le mal de la société, il faut sortir les religions de la sphère publique. Et dans la sphère publique, les gens se relient, se connectent, se rencontrent, entrent en relation par une sorte euh, de loyauté politique. Par une sorte de loyauté politique. Sans comprendre, et donc là, moi, c'est une affirmation que je fais, une critique que je porte, sans comprendre que la pratique religieuse, rituelle, dogmatique, c'est un comportement humain spontané et naturel. Spontané et naturel. Vous prenez 10 gens au hasard, vous les jetez sur une île déserte, ils vont vous inventer une religion. C'est spontané et naturel. Les religions, en tout cas, ce qu'on assimile à une religion, ce genre de pratiques, ont existé en tout temps, en tout lieu et à toute époque. Et le problème de cette laïcité mièvre, c'est qu'elle nie cet état de fait empirique évident. Évident. Il suffit de s'intéresser à n'importe quelle société, à n'importe quelle époque, pour y retrouver une trace d'une pratique religieuse. Et évidemment, ceux qui vous disent que nous vivons dans un progrès perpétuel et que la religion, c'était un stade archaïque du développement humain, que maintenant nous sommes des individus autonomes, rationnels, pour défendre leur idéologie, ces gens-là sont obligés de nier l'évidence de ce fait empirique que les religions ont toujours existé. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie contradiction. Mais bon, admettons cette contradiction. Est-ce que c'est pas ça qui explique finalement la lâcheté que les collègues, que l'administration de Samuel Paty ont montré? Pourquoi ils ne l'ont pas soutenu? Parce que finalement, eux aussi, ce sont des laïcards mous. Eux aussi, ils disent: «Oh, il faut quand même pas être méchant envers, les terroristes qui ont massacré la rédaction de Charlie Hebdo». Vous vous rendez compte? Ce serait méchant. Donc, «Ah, Samuel Paty, ah, tu fait une bourde quand même, c'était une maladresse». Ils l'ont totalement lâché. C'est une attitude purement et authentiquement gauchiste. Et pour moi, le problème de ce bouquin, le problème qu'on voit très clairement dans ce bouquin, c'est que il y a une contradiction philosophique à la base. Il y a une contradiction philosophique. Samuel Paty souffre de cette contradiction, mais au moins, il est courageux. Les collègues, l'administration, eux, sont des lâches du début à la fin de cette affaire. Au moins, Samuel Paty essaye d'apprendre, d'enseigner, de développer un esprit critique. Et de faire ça en respectant la religion dans une laïcité. C'est contradictoire, mais au moins il essaye. Les collègues n'essayent même pas, les collègues se soumettent immédiatement, renoncent. Donc c'est vrai que c'est assez très, très bien à lire ce bouquin, très clair. Ça clarifie beaucoup de choses sur le déroulé des événements et sur les enjeux intellectuels, philosophiques derrière. Mais c'est aussi en partie déprimant vis-à-vis de notre époque. De notre époque et du français du XXIe siècle, très clairement. Chapitre 4. Pas de vague ou la chronique d'une mort annoncée. Donc là, dans cette partie, Michael Paty cite 2 rapports. Le premier, vous le connaissez, c'est la commission Stasi qui a donné le bouquin Les territoires perdus de la République. La deuxième, c'est la commission Aubin. La commission Aubin, c'est au début des années 2000, un rapport
intitulé « Les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires ». Donc si vous voulez le lire, vous le trouvez sur viepublic.fr. On va pas le lire, mais on va juste regarder un peu l'introduction et quelques éléments de la conclusion, parce qu'il y a des choses intéressantes à y lire. Hop. Alors déjà, prenons le résumé. Le résumé est très intéressant. Le sommaire. Première partie, les quartiers et leurs évolutions. Les évolutions sociales, les évolutions religieuses, les régressions de la condition féminine, l'action des municipalités et des associations, les écoles primaires, l'insertion des établissements scolaires, la déscolarisation. Deuxième partie, les signes et tenues vestimentaires, la nourriture, le calendrier et les fêtes, le prosélytisme, les refus de la mixité et les violences à l'encontre des filles, l'antisémitisme et le racisme, les contestations politico-religieuses. Je ne vais pas tout lire, mais clairement, rien qu'au sommaire, on voit qu'en 2004, les thèmes étaient exactement les mêmes qu'en 2024. Les problèmes étaient les mêmes. En 20 ans, le problème n'a pas changé. Les provocations se basent sur les mêmes choses. Tenue vestimentaire, nourriture, fête, mixité, antisémitisme, contestation politico-religieuse. Par exemple, quelqu'un qui va refuser en cours de biologie qu'on parle de théorie de l'évolution, qu'on apprenne la biologie aux enfants. Ce sont les mêmes thèmes depuis 20 ans. Quand Michael Paty dit qu'on n'a rien fait, que c'est une série de renoncements, que rien n'a changé, comment lui donner tort? En 2004, le rapport est écrit, en 2024, rien n'a changé. Rien n'a changé, sinon qu'entre-temps, il y a eu une litanie d'attentats qui sont produits. Donc, lisons un peu des bouts de la conclusion. Ce que nous avons observé dans les établissements scolaires implantés dans les quartiers où sont concentrées des populations issues de l'immigration maghrébine, parfois turque, africaine ou comorienne, quartiers de plus en plus homogènes sur le plan social et religieux, n'est manifestement que la partie scolairement visible d'un phénomène bien plus profond, dont l'évolution constitue vraisemblablement l'une des clés de notre avenir. La réalité semble bien en effet être la suivante. Pour la première fois dans notre pays, la question religieuse se superpose, au moins en partie, à la question sociale et à la question nationale, et ce mélange, à lui seul détonnant, entre, en outre, en résonance avec les affrontements majeurs qui structurent désormais la scène internationale. Explication. En 2004, le rapport de la commission Aubin nous dit il y a une attaque de l'islam en France, une conquête de l'islam en France, c'est un problème d'avenir. 2004, le constat est fait. 2024, rien n'a changé. Lâcheté du début à la fin. Dans certains quartiers qui sont loin, répétons-le, de se cantonner aux banlieues des grandes villes, se sont déjà édifiées des contre-sociétés closes dont les normes sont le plus souvent en fort décalage, voire en rupture avec celles de la société moderne et démocratique qui les entoure. Il ne s'agit nullement pour ces populations d'un repli identitaire des plus anciens, mais bien d'une identité de substitution qui se diffuse d'abord parmi les jeunes de la seconde ou troisième génération. Le terreau social sur lequel se développent ces évolutions est bien connu, c'est la ségrégation dont sont victimes ces populations devant l'accès à l'habitat, à l'emploi et aux loisirs, du fait de la xénophobie et du racisme, depuis leur arrivée sur le sol national. Donc là, on voit en 2004, le constat est fait, mais en 2004, l'explication, c'est la même, c'est la faute de l'État, des Français, qui sont de vilains racistes, qui ségrèguent et discriminent les musulmans. Ça fait 20 ans. 20 ans que le constat est fait. 20 ans que les gauchistes disent c'est la faute de l'État. À un moment, il va peut-être falloir se dire ah mais peut-être que c'est pas la faute de l'État. À un moment, il va peut-être falloir se positionner, faire preuve d'un peu de courage. Sachant que
Euh, Sachant que je vais vous lire, c'est page 108. Page 108, Michael Paty fait le rappel de tous les attentats qui ont eu lieu depuis 15 ans. Et honnêtement, c'est assez choquant à lire parce que il y en a certains que j'ai oubliés, mais quand je lis, je m'en souviens. D'autres dont j'avais même pas entendu parler. En tout cas, enfin, j'ai totalement oublié que ça avait eu lieu. Pour dire à quel point on s'est habitué aux attentats en France. Donc je vous lis ce passage. 15 années vont alors s'écouler durant lesquelles aucun de nos gouvernements décide de mettre en place une politique de fond avec les moyens nécessaires pour défendre nos valeurs. En attendant, le salafisme gagne du terrain et les islamistes nous tuent. En mars 2012, à Montauban et à Toulouse, Mohamed Merah, fiché S dès octobre 2006, élimine 3 militaires, puis 4 jours plus tard, il assassine 3 enfants et un professeur dans une école juive de Toulouse. Paris Match relate les propos de sa mère, quelques jours après le drame. Mon fils a mis la France à genoux. Je suis fier de ce que mon fils a accompli. En janvier 2015, les frères Kouachi assassinent 12 personnes, dont 8 collaborateurs du journal Charlie Hebdo. De son côté, leur complice Amédi Koulibaly tue une policière à Montrouge et prend en otage les clients de l'hypercachère de Vincennes. Bilan 4 morts. Le 19 avril 2015, Sid Ahmed Glam met une balle dans le cœur d'Aurélie Châtelain, dont il tente de voler la voiture pour aller commettre un double attentat dans les églises de Villejuif. Le 26 juin 2015, à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, l'islamiste Yassine Sali, salarié d'une entreprise de transport, décapite son employeur puis tente de faire exploser une usine de production de gaz industriel. Le 13 novembre 2015, plusieurs commandos dirigés par Abdelhamid Abaoud attaquent le Bataclan. Les restaurants Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Casa Nostra, La Belle Équipe, le Comptoir Voltaire et les abords du Stade de France. Ils font 130 morts. C'est l'attentat le plus meurtrier que la France ait connu. Le 13 juin 2016, à Magnanville, 2 policiers sont décapités chez eux devant leur enfant, par l'islamiste Larossi Abala. Le 14 juillet, à Nice, ce sont 458 blessés et 86 personnes qui trouvent la mort, fauchées par Mohamed Laouej Boulel au volant de son camion bélier. Le 26 juillet, 2 islamistes entrent dans la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, égorgent et poignardent le père Jacques Hamel. Le 20 avril 2017, un terroriste attaque à la Kalachnikov un camion de police stationné sur les Champs-Élysées, tuant son conducteur, Xavier Juguelet. Le 1er octobre 2017, à la gare de Marseille, Saint-Charles, Maureen Harel et Laura Pommier, 2 étudiantes de 20 et 21 ans, sont assassinées par un islamiste. L'une est égorgée, l'autre est éventrée. Le 23 mars 2018, Radouane Lagdim, islamiste, dont l'homophobie est pathologique, commence son épopée meurtrière sur un parking de Carcassonne, connu comme un lieu de rencontre d'homosexuels. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore une page d'énumération d'attentats à lire. Michael Paty dit. Ensuite, elle commente le discours d'Emmanuel Macron et elle remarque que on est toujours au même constat établi par la commission Stasi et le rapport Aubin, car rien de nouveau sous le soleil. Le président ne fait que répéter ce que nous savons depuis 20 ans. Le problème, dit-il, donc Emmanuel Macron, c'est ce projet conscient, théorisé, politico-religieux qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte à l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement et par celui-ci la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ces lois propres sont supérieures à celles de la République. Donc voilà, 20 ans, 20 ans que le Conseil est le même, 20 ans qu'on fait rien, 20 ans qu'on dit cette fois c'est la dernière, cette fois on a compris, cette fois on va changer, rien ne change. Lâcheté, lâcheté, lâcheté. Cette même lâcheté
que celle par laquelle j'ai commencé, Gaël Paty, qui crache sur les souvenirs de son frère, qui accuse sa sœur et les gens qui parlent de la mort de Samuel Paty de récupérer politiquement la chose, alors qu'elle-même se met en scène dans une pose d'artiste maudite à Libération et qu'elle a le droit à son article plus à son édito larmoyant. Mais c'est sa sœur qui fait une récupération politique, évidemment. Parce que n'oubliez jamais la manière dont la gauche utilise le langage. Vous et moi, quand on utilise un mot, on l'utilise parce que on se réfère à sa définition. Quand la gauche utilise un mot, elle utilise des mots gentils pour associer aux gens gentils et des mots méchants pour associer aux gens méchants. Récupération politique, c'est un mot méchant qui sert à désigner les gens méchants. Donc c'est un mot qui sert à dire c'est pas bien d'utiliser la mort de Samuel Paty pour faire une critique de l'entrisme islamiste en France. Voilà ce que veut dire récupération politique. D'ailleurs, vous remarquez, on a eu là dans la semaine, ou la semaine dernière, j'ai plus la temporalité, un cycliste qui est mort à Paris, écrasé par une voiture. En gros, il y a eu une altercation, le cycliste a tapé sur le capot de la voiture, le chauffeur a vrillé, il a écrasé le cycliste. Mais là, par contre, quand il y a un rassemblement des bougies, que Anne Hidalgo dit elle va prendre des mesures, elle va sévir, là, c'est pas de la récupération politique. Vous comprenez? Les mots gentils pour les gens gentils, les mots méchants pour les gens méchants. C'est ça la pensée de gauche. Donc, non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Rien n'a changé. Et donc, le rien n'a changé, c'est le thème du prochain chapitre. Qu'avons-nous appris de nos erreurs? Chapitre 5, qu'avons-nous appris de vos erreurs? Donc, avant de parler du 5e chapitre, je vais lire un peu vos commentaires. Alors, je remonte. Alors, Maximateur, sans procès d'intention douteux, mais les pacifistes des années 20-30 ont fourni des contingents nombreux à la collaboration des années 40. Et tout à fait, parce que le pacifisme, c'est une profonde naïveté. Les gens naïfs s'imaginent que quelque chose de terrible ne leur arrivera jamais. Donc quand quelque chose de terrible leur arrive, ils ne sont pas prêts, ils sont terrorisés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent par peur. Aussi simple que ça. Quand quelque chose de terrible arrive, il est plus facile d'être courageux quand on s'est préparé à l'éventualité que quand on croit depuis des années que le monde est fait d'arc-en-ciel et de papillons et que tout va bien se passer. Pour moi, le pacifisme mène à la trahison, la naïveté mène à la trahison. Les gens naïfs, ça peut être des gens gentils, mais les gens naïfs sont plus dangereux que les gens vicieux, parce que les gens vicieux vont vous trahir en conscience, en connaissance de cause. Les gens naïfs vont vous trahir sans même s'en rendre compte, par lâcheté, par faiblesse, par médiocrité. Pour moi, la naïveté est pire que le vice. Parce qu'au moins le vice, c'est assumé. Alors, Umberto, c'est atterrant tous ces attentats. Certains, je les avais oubliés, mais moi aussi. Certains, je les ai oubliés, et certains, même, je ne le savais pas. Par exemple, le truc sur les Champs-Élysées, l'attentat sur les Champs-Élysées, je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et ensuite, le peuple français est trop soumis et c'est d'une tristesse. Je suis d'accord avec toi. Huor Martin, l'immigration a considérablement augmenté depuis 2024 et avec elle, nos problèmes. Avec elle, les problèmes ont augmenté depuis 2024. Umberto, à propos du cycliste mort à Paris, j'ai vu la réponse des politiciens, il faut interdire les SUV. Et Umberto remarque, même une Clio aurait tué le cycliste, c'est de la récupération typique. Mais oui, c'est de la récupération politique. Mais simplement, eux, ils ont le droit de faire de la récupération politique, pas nous. Parce que récupération politique, c'est un truc méchant que l'extrême droite fait. Mais eux sont gentils, donc eux, c'est pas de la récupération politique. Eux, c'est de l'éveil des consciences. Nous, c'est de la récupération politique. Eux, c'est de l'éveil des consciences, de la conscientisation. Eux, c'est de la résistance. C'est jamais de la récupération.
Huard Martin. Les Français ont élu Sarkozy pour résoudre ce problème en 2007, mais il a tout trahi. Effectivement. Mais arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que moi, je veux bien la trahison des élites. Ils élisent Sarkozy en 2007. Sarkozy en 2007 ne tient pas ses promesses sécuritaires et trahit le référendum sur la Constitution européenne. Que font les Français en 2012 ? Ils votent François Hollande parce que tu t'imagines voter Le Pen, ce serait raciste. Donc on va quand même pas voter Le Pen. Ces mêmes Français trahis en 2007, qui votent pour un socialiste en 2012, voient la situation empirer. Ils votent pour qui en 2017 ? Ils votent Macron. Parce que t'imagines bien, Le Pen au deuxième tour, Le Pen c'est le fascisme, on va quand même pas voter pour le fascisme. Barrage à la haine, vous n'aurez pas ma haine. Mobilisation des castors. 2022, bis repetita. Macron a détruit le pays pendant 5 ans, il les a enfermés, il les a piqués de force. Et il a renvoyé les flics lors des manifestations. On va quand même pas voter pour le fascisme. On revote Macron. 2024, dissolution. Barrage. Assemblée. Un tiers Macron, un tiers gauche, un tiers RN droite. Voilà. À un moment, on a trop pris l'habitude en France, et dans l'Occident en général, mais là je me concentre particulièrement sur la France, on a trop pris cette sale habitude populiste de croire que le peuple est innocent, immaculé, protégé de toute faute. C'est faux. Le peuple français a autant trahi la France que les élites françaises. Je suis désolé. Les électeurs qui ont été trahis par Sarkozy en 2007 ont trahi en 2012, ont trahi en 2017, ont trahi en 2022, ont trahi en 2024. À un moment, il va falloir qu'on tienne les Français responsables de ce qu'ils font, de leurs choix et des conséquences de leurs choix. Sans ça, sans responsabilisation des Français, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sortie de l'Union européenne, nouvelle loi, tout ce que vous voulez, les Français continueront à vous trahir. Ils continueront. Donc là-dessus, moi, c'est un constat. Oui, Sarkozy a trahi, mais je ne suis pas d'accord sur l'interprétation populiste qu'on peut faire de cette trahison. Comme je vous ai dit, ce livre vraiment très intéressant. N'hésitez pas à aller le lire. Soutenez la sœur de Samuel Paty. Lisez le bouquin, vous aurez vraiment tout le déroulé. C'est très bien écrit, c'est très clair. C'est très troublant comme lecture. Donc, 5e partie, 5e chapitre, qu'avons-nous appris de nos erreurs? Alors, ici, je vous ai mis quelques citations en exergue. La première, à propos du rapport qui a été fait, bâclé en quelques semaines après la mort de Samuel Paty. Michael Paty commente en disant « Ce rapport continue de transformer une campagne islamiste en un problème pédagogique, ce qui a précisément privé mon frère de la protection appropriée. » Oui, parce qu'évidemment, Samuel Paty n'a pas eu le droit à une protection policière. Évidemment. Plus loin, elle écrit « Il nous faut désormais nous réarmer idéologiquement afin que l'école demeure un endroit où l'on peut échapper, si on le souhaite et en toute liberté, aux déterminants de sa naissance, qu'elle soit pour tous un lieu d'émancipation. » Bon. Je ne vais pas revenir sur le côté naïf libéral de vouloir s'émanciper de la nature, parce que je suis désolé, nous avons une naissance, nous sommes nés dans une famille et dans une culture, et nous sommes imprégnés par l'éducation de nos parents et l'éducation de notre société, de notre culture en général. C'est contre nature de vouloir s'émanciper de ça. À la rigueur, on peut dire que l'autonomie intellectuelle, l'indépendance est une vertu morale. Je peux l'entendre. Mais s'émanciper, moi l'idée d'émancipation me gêne vraiment. Elle me gêne vraiment d'un point de vue philosophique.
Non, on ne s'émancipe pas de sa naissance. On peut s'émanciper de choses concrètes, d'oppression et de limites concrètes politiques. Ok, ça on peut s'en émanciper, mais des faits de nature, on ne peut pas s'en émanciper. Il va falloir à un moment arrêter avec ce libéralisme tiède qui, sur ce point-là, sur le point de l'émancipation, les libéraux et les marxistes sont main dans la main. Ils sont complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc, ensuite, Michael Paty commente le procès, parce qu'en fait, il y a 2 procès. Il y a un procès pour les enfants impliqués dans l'attentat, et un procès, donc le procès pour les enfants a déjà eu lieu, et le procès pour les adultes va avoir lieu, là, en fin d'année, bientôt. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est que le jugement est clément à l'issue du procès des enfants. Michael Paty regrette le manque de dureté dans les sanctions. Et surtout, elle dénonce une erreur d'analyse, comme si, de la part des enfants, leur comportement avait été naïf. Michael Paty dit non, ce n'était pas un comportement naïf. C'était une stratégie, une provocation. Elle écrit. Donc, à propos des peines qu'elle juge trop légères. Cette décision leur dit exactement le contraire. Au lieu d'être une sanction qui fasse office d'électrochoc, c'est une réprimande indulgente, privilégiant le dialogue et la bienveillance, comme si on avait affaire à des individus souffrant d'un défaut de compréhension. C'est une grossière erreur d'analyse. Les actes menés contre l'école et nos professeurs sont des mises à l'épreuve. C'est pourquoi il faut non seulement former les enseignants au principe de laïcité, mais être capable de nommer le mal et de le punir. J'ai attendu longtemps que la mort de Samuel crée un sursaut, que son assassinat serve à opérer ce changement de braquet, mais 4 ans plus tard, force est de constater que l'idéologie salafiste a encore gagné du terrain à l'école et que ce procès des mineurs n'a pas apporté la réponse adéquate. Voilà. Je vous recommande vraiment ce livre, parce qu'il est, il est excellent. Il se lit très bien. Alors, j'ai noté page 156, explication du projet politique islamiste. J'ai pas noté à partir de quel moment, donc il faut que je vous le retrouve. Donc là, Michael Paty parle du procès des adultes. Elle écrit: J'attends de ce moment judiciaire le rétablissement de la vérité sur le cours de mon frère, mais également la mise à nu de l'islamisme comme projet politique contre lequel nous devons nous battre. Brahim Shnina, donc qui est le père de la collégienne qui a menti au début du scandale, en est la parfaite incarnation. Il prétend qu'il s'est fait avoir par le mensonge de sa fille, qu'il ignorait son absence et qu'il a sincèrement cru que mon frère s'était comporté de manière raciste avec elle. Moi, je crois au contraire que sa fille était absente, car la veille de ce cours, Samuel avait indiqué à sa classe que le lendemain, il montrerait des caricatures de Mahomet, et que partageant cette information avec ses parents en rentrant chez elle, ces derniers lui ont fait un mot d'excuse car ils ne voulaient pas qu'elle reçoive un cours sur la liberté d'expression. D'ailleurs, ce cours souffrait tous les ans d'un certain taux d'absentéisme. Le mensonge de Z, donc la collégienne qui a menti, ne serait dès lors qu'une stratégie militante islamiste pour défier l'institution. Dans la même logique, ce parent d'élève s'adresse aux humains de Conflans dans sa vidéo, lorsqu'il appelle à la mobilisation en faveur de la révocation de Samuel. Ainsi, il est question d'invoquer un nouvel humanisme qui mettra fin au racisme qu'on dénonce. Et pour que cela ait de l'écho, convoquons les médias. Brahim Shnina intervient donc sur France Maghreb 2, où il se victimise, puis se fait passer pour un lanceur d'alerte. Il a évidemment laissé son numéro de téléphone dans la vidéo, laquelle va atterrir sur Twitter via le compte de Priscilla Manguel. Donc Priscilla Manguel, c'est une Française convertie et radicalisée à l'islam, alias Cicatrice Sucrée, une Limoise de 35 ans convertie à l'islam et ayant plusieurs contacts dans la mouvance islamiste radicale, dont la mère des frères Kouachi,
auteur de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo le 16 janvier 2015. Donc là, on voit que c'est vraiment un petit monde. C'est un petit monde avec des gens qui se connaissent. En couple, donc Priscilla Manguel est en couple avec un islamiste incarcéré et condamné à 15 ans de réclusion pour avoir projeté un attentat terroriste. Bon, elle était sous surveillance, etc. Que cette personne dont le rôle aurait été crucial dans la décision d'Anzarov, le terroriste, de passer à l'acte, qu'elle n'ait été auditionnée et inculpée qu'au printemps 2021, m'interroge sur la manière dont on a pu penser un temps qu'elle serait utile dans la lutte contre le terrorisme, avant de comprendre qu'il valait mieux la faire oublier. Donc voilà, enfin, le terroriste a pris connaissance de l'affaire par Priscilla Manguel, qui est une Française convertie et radicalisée. Priscilla Manguel, elle, a découvert la vidéo par le biais du frériste dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, je crois que c'est Sifraoui. Elle a pris la connaissance par lui. En fait, c'est vraiment un petit monde, c'est un petit réseau. Et là-dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, après, à la fin du livre, il y a des témoignages de professeurs, d'élèves, pardon, des témoignages d'élèves qui rendent hommage à Samuel Paty en lui faisant des compléments. Et puis, en toute fin du livre, il y a les diapositives que Samuel Paty a utilisées pendant le cours. Donc, vous voyez les diapositives. Et honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était un très bon cours qu'il avait prévu. Enfin, voilà, c'était un très bon cours pour des collégiens. Je ne suis pas d'accord sur sa définition de la laïcité, mais si on laisse ça de côté, le cours est nickel, il est tip-top. Donc voilà, il n'y a rien à redire. Vous avez aussi en annexe un extrait d'EduSchool. Donc EduSchool, c'est la base de données pour les professeurs sur laquelle Samuel Paty s'est appuyé pour faire son cours. Donc vous avez ça. Et vous avez la copie ce qu'ils appellent un fait établissement. Donc c'est ce que la principale a envoyé pour relater les événements. Et c'est là-dedans qu'elle désigne Samuel Paty comme l'auteur de l'atteinte à la laïcité. Ensuite, vous avez un poème et vous avez la lettre de Michael Paty adressée au Sénat. Puis, en dernier, la plaidoirie de la partie civile dans le procès. Ah bah tiens, j'ai pas parlé de ça, mais je vais en parler, on va finir là-dessus, et puis je vais prendre vos commentaires. Les professeurs qui ont donc lâché Samuel Paty, qui l'ont isolé, qui ne l'ont pas aidé, se sont portés partie civile dans le procès des enfants, et ont demandé à ce que leur statut de victime ait été reconnu. Encore une fois, lâcheté, lâcheté, lâcheté. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Vous avez lâché Samuel Paty parce que vous aviez peur, parce que vous étiez lâche. Vous ne l'avez pas soutenu. Vous l'avez laissé seul. Seul face à son désarroi, seul face à la menace. Vous êtes des lâches. Voilà, à un moment, moi je suis désolé. Donc le bouquin que vous voyez pas à cause du reflet, mais bon, si je le mets bas, on voit le titre. Bon, la prochaine fois, je préparerai une image pour vous la montrer. Et si le micro tombe, ça va mal se passer. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous remets, maintenant qu'on a bien commenté tout ça, je vous remets ce que dit Michael Paty. Je dédie ce texte à celui qu'on n'a pas sauvé, Monsieur Dominique Bernard. Mon frère a été décapité le 16 octobre 2020, 3 ans après. Il est temps de réaliser que la fameuse phrase lancée par Monsieur Blanquer, il y aura un avant et un après Samuel Paty, n'a pas eu les effets attendus. J'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du pas-de-vaguisme, ceux qui sont les premiers à regarder tomber ceux qui sont restés debout. Se murmura à l'oreille, ah, tu vois, on a pu toucher.
Mon frère est reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coût de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'en aura pas sa part du contrat social en lui assurant protection. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions? Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. Félicitations à Michael Paty. Félicitations à toutes les familles de victimes qui ont du courage, qui ont le courage de parler, qui ont le courage de parler, qui ont le courage d'affronter les attaques vicieuses de la gauche, qui défendent la mémoire de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents. N'attendons pas que ce soit nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos fils, nos filles. N'attendons pas. N'attendons pas d'être comme cette pauvre femme là qui a perdu son mari gendarme, on a refusé d'obtempérer il y a quelque temps. Enfin, les parents de Philippines, Thomas l'année dernière, Kylian, le boxeur qui a été égorgé par un Algérien il y a un mois enfin quelques mois, quelques semaines, je me souviens même plus. En fait, ça s'enchaîne tellement qu'on n'a même plus la temporalité des faits. N'attendons pas, voilà. Moi, ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte tout ça. Donc, je vous ai mis la capture d'écran, le bouquin, que je vous recommande. Et je vais prendre vos commentaires. Alors, toc toc toc. Maximator. C'est d'ailleurs ce qui m'énerve beaucoup chez les souverainistes, ce culte du bon peuple gentil et parfait. Pareil, le RIC, je trouve ça tellement merdique comme revendication. Nous sommes d'accord. Sir Maximus, en fait, les souverainistes, c'est comme la gauche avec les immigrés, c'est pas la faute des gens, c'est la faute de l'État et de la société. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Et du coup, ça va me donner l'occasion d'en parler. Je vais en parler. Je finis de lire là les commentaires et j'en parle. Alors, Huard Martin, on va la remigrer où celle-là? Alors effectivement, ça c'est un gros problème de la ligne identitaire. C'est un gros problème de la ligne identitaire, c'est qu'à partir du moment où on définit l'identité française comme une identité ethnique, on se retrouve à devoir concilier avec des Français ethniques, donc français depuis 10, 20, 30 générations, et qui pourtant, trahissent la France, se convertissent à l'islam, deviennent des gauchistes, attaquent violemment des auteurs, des opposants politiques. Pour moi, ça c'est une grosse faiblesse de la ligne identitaire. Dans pas longtemps, là, je vais faire un live là-dessus. Je vais faire un live là-dessus parce que je suis en train de finir. J'avais commencé une série d'articles sur l'identité. Je suis en train de finir de rédiger le dernier. Donc, quand je l'aurai fini, quand je l'aurai publié, ensuite je vous ferai un live où je présenterai le détail des arguments en expliquant pourquoi la ligne identitaire n'est pas totalement fausse, mais clairement insuffisante pour comprendre les problèmes politiques de notre époque. Et par ligne identitaire, j'entends la ligne identitaire dominante, donc en tout cas celle qui est le plus structurée. Donc ça va être la ligne de l'Institut Iliade, de Nicolas Faure et Daniel Conversano. Ça va être cette ligne identitaire-là que je vais critiquer. Laurent Bouget, il nous faut un Bukele français, on peut toujours rêver. Ce à quoi Umberto répond, un Bukele je veux bien, mais les Français ne voteront jamais pour lui. Attention, pas de haine. Et tout à fait, encore une fois, nous avons loupé cette opportunité dans le milieu national français de tenir un discours moral alternatif à la morale de gauche. La morale de gauche, c'est quoi? C'est tout ce qui arrive,
n'est pas de notre faute. Nous subissons les événements, nous sommes des victimes de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes pas des agents, nous sommes des victimes. Nous subissons. Donc c'est jamais de leur faute. La faute est toujours à l'extérieur. C'est la société, donc il faut détruire la société. C'est l'extrême droite, donc il faut détruire l'extrême droite. La faute, elle est toujours extériorisée. Nous, dans le milieu national, nous avons loupé l'opportunité de dire aux gens, non, c'est faux, vous n'êtes pas des victimes, vous ne subissez pas les événements. Vous pouvez prendre vos responsabilités. Vous pouvez assumer votre vie. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous tenir droit. Vous pouvez être fier de vous-même. Nous avons loupé l'opportunité de le dire, nous n'avons pas eu le courage de le dire, parce que nous étions terrorisés, effrayés par le terrorisme intellectuel de la gauche. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait ça, les Français de droite, les militants de droite, pour beaucoup, sont des gauchistes mentaux. Pour beaucoup, ne comprennent pas l'idée de responsabilité, n'ont pas de discipline, n'ont pas de courage, n'ont pas de solidarité. Alors, pas tous, on trouve toujours des gens bien, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On n'aura jamais tous les Français qui seront courageux et responsables. Ça, il faut se l'enlever de la tête, mais on n'a pas besoin que tous les Français le soient, on a besoin que suffisamment de Français le soient. Voilà. Donc, Huor Martin, il nous rappelle d'autres attentats. Oui, Fabienne à Lille, Matisse à Châteauroux, les bébés à Annecy. Oui, mais en fait, il y en a tellement, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, c'est ça le problème. Donc, on va parler de la morale. Il y a un compte Twitter que je vous invite à suivre, il est très intéressant, il s'appelle Nausicaa. Hop. Donc il est là. On va lire ça ensemble, puis ensuite on va s'arrêter là parce qu'on aura bien détaillé tout, on aura eu le temps de parler de plein de choses. L'individu est influencé par l'environnement culturel dans lequel il évolue. Un retour sur l'évolution culturelle peut donc nous fournir quelques clés pour comprendre les tensions qui agitent nos sociétés de plus en plus multiculturelles. On distingue au moins deux systèmes de régulation du comportement. L'un fondé sur le sentiment de honte, l'autre fondé sur le sentiment de culpabilité. Dans les cultures de la honte, le contrôle social est assuré par le groupe. Dans les cultures de la culpabilité, il est intériorisé. Si on regarde la carte, les cultures de la culpabilité, c'est nous. C'est nous. Où, quand on est enfant, nos parents nous disent ce n'est pas bien de mentir et on culpabilise d'avoir menti. On nous dit pas que le mensonge est mauvais parce qu'on s'est fait choper. On nous dit que c'est pas bien de mentir. C'est intériorisé. C'est pas le groupe qui sanctionne, c'est nous-mêmes qui nous limitons, qui nous imposons des limites morales. Comme on le voit sur la carte ci-dessous, les cultures de la honte se caractérisent par des liens communautaires forts et des structures de parenté étroites. L'individu se dissout dans le groupe, l'honneur personnel et collectif se confondent, le statut est lié à la réputation. Bon bah ça, c'est le profil moral des immigrés. On l'a vu lors des émeutes suite à la mort de Naël l'été dernier. Un individu immigré est tué par un policier. On s'en fiche de savoir s'il était coupable ou pas coupable, parce qu'en fait, eux se posent même pas la question de la culpabilité. L'honneur personnel et l'honneur collectif se confondent. L'un des nôtres a été tué, nous avons été attaqués. Il n'y a pas de question de culpabilité. Il n'y a pas de question de peut-être que l'un des nôtres a fait une faute. C'est pas comme ça qu'il raisonne. Les membres du groupe, dans les cultures de la honte, se surveillent mutuellement et sont solidaires pour défendre leur réputation. Crime d'honneur. Comme l'écrit l'anthropologue David Graeber, la honte est liée à la violence car il s'agit de défendre son honneur et celui de sa famille.
c'est question d'honneur et de réputation. L'affaire de Kylian, donc, qui a été poignardé, égorgé par un islamiste il y a quelques mois, c'est exactement ça. Il y a eu une altercation. L'Algérien est allé dans sa voiture, il a pris un couteau, il est revenu et il l'a planté. Pourquoi? Parce que son honneur était en jeu, sa réputation était en jeu. Vous et moi, dans notre culture, dans la culture française, dans la tradition culturelle européenne et occidentale, quand, en tout cas, globalement, c'est une tendance, c'est plus ou moins vrai selon les endroits, mais quand il y a une altercation, bon, on se bat, on se met sur la gueule, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, mais à la fin, on cherche pas en permanence à se venger et à restaurer sa réputation, à restaurer son honneur. C'est étranger à notre culture. Nous, notre culture, c'est plus tu te fous sur la gueule, mais uniquement avec les poings, on met pas d'armes, et ensuite tu passes à autre chose. Il y a des pays européens occidentaux qui ont davantage une culture de l'honneur que d'autres, mais globalement, on n'a pas une culture de l'honneur comme dans les pays africains, très clairement. Dans une culture de la honte, l'individu cherche le respect. Dans une culture de la culpabilité, il cherche l'estime de soi. L'un veut l'honneur, l'autre l'intégrité. L'un est fidèle au groupe, l'autre à ses principes. L'un redoute le jugement du voisin, l'autre celui du miroir. Bah ça, voilà. Là, vous avez Gaël Paty et Michael Paty. Gaël Paty, elle, ce qu'elle cherche, ce qu'elle redoute, c'est le jugement du voisin. Elle redoute que ses potes gauchistes lui disent oh là là, tu récupères politiquement la mort de ton frère. Michael Paty, elle, ce qu'elle raconte au début du livre, elle le raconte, elle dit au début j'ai essayé de jouer mon rôle de sœur éplorée. Puis finalement je me suis dit que non, ça me tuait de l'intérieur, ça me dévorait de l'intérieur. Donc elle s'est mise à l'action, elle a enquêté, et le résultat de l'enquête c'est ça. Le résultat de l'enquête c'est ça, c'est ce bouquin. Michael Paty, elle, ce qui lui faisait peur, c'était le reflet, c'était son propre regard dans le miroir. Gaël Paty, elle, c'est la bien-pensance gauchiste. Là, ici, vous avez la fracture culturelle. La fracture culturelle entre les Français, la culture française, l'histoire française, la tradition française, et de l'autre côté, les gauchistes et les immigrés. Rupture totale. Deux cultures opposées dans leurs principes moraux les plus fondamentaux. Les institutions communautaires incitent au conformisme, à l'obéissance, à la loyauté envers le groupe, au népotisme, au respect des aînés. Les cultures de la culpabilité sont plus individualistes, comme on le voit sur cette carte établie d'après l'échelle de Hosten. Donc voilà, vous avez la carte, vous pouvez la regarder. En gros, plus c'est vert, plus c'est individualiste, et plus c'est rouge, moins c'est individualiste. Bon. Constatant la... Bon, après, on va pas tout lire, mais vous pouvez aller voir vous pouvez le lire vous-même sur Twitter si ça vous intéresse. Hop, j'avais pas enlevé le message. Ah. Laurent Bouget, je ne sais plus où militer. Alors effectivement, quand on est souverainiste, c'est difficile. Moi, j'ai choisi de rejoindre des partis de droite. Au départ, j'ai rejoint Reconquête. Maintenant que Reconquête a explosé, j'ai rejoint le nouveau parti de Marion Maréchal. Moi, mon choix, je l'ai fait selon la politique locale autour de chez moi, tout simplement. Chez moi, il y a une grosse implantation des équipes de Marion Maréchal, donc j'ai rejoint son parti, tout simplement. Après, à toi de voir. Moi, je te conseille d'aller dans des partis de droite. Si tu veux si tu vas au RN, tu auras probablement moins de liberté d'expression et une plus grosse pression du parti qui s'imposera à toi. Si tu vas du côté de Ciotti, alors franchement, le parti de Ciotti, moi, bon, on détaillera ça avec Boris quand on fera le live sur l'Union des droites. Mais Ciotti, je trouve que ce qu'il fait,
À observer, à observer. Il y a moyen qu'ils nous surprennent positivement. En tout cas, moi, je vois plein de signes encourageants. Et bon, le parti de Marion Maréchal, c'est vrai que le lancement a été catastrophique. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, moi, j'y vais, on verra comment ça va se passer. Umberto, c'est vrai que la droite est gangrénée par la nullité, la médiocrité et l'utopie. Ah, oui et non. Oui et non. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où la droite est tellement habituée depuis des décennies à se soumettre à la gauche qu'elle n'a plus de colonne vertébrale, elle n'a plus de pensée politique, en tout cas très peu de pensée politique indépendante de la gauche et surtout une vraie pensée politique de droite, et utopiste dans le sens où elle se pose pas la question des moyens pour accomplir ses objectifs politiques. Bah, l'exemple tout con, c'est la remigration. Ok, vous voulez faire la remigration, mais vous ne voulez pas remettre en cause le cadre légal européen. Vous pouvez pas faire la remigration sans vous prendre des pressions de juges ou autres. Alors ensuite, ok, on en discute. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'il vaut mieux désobéir, faire des coups de pression? Je vous aurais dit il y a quelques années qu'il faut sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, je pense que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre l'Union européenne face aux faits accomplis en leur disant on rétablit les frontières, on expulse les étrangers. Si vous nous mettez des amendes, on déduit le montant des amendes de la contribution française à l'Union européenne. C'est une manière de fait de commencer une sortie de l'Union européenne. Mais si on veut faire la remigration, si on veut rétablir une éducation correcte en France, si on veut restaurer la morale publique, les mœurs publiques, il va falloir à un moment qu'on sorte du carcan européen, très clairement. Huor Martin, il y a Reprenons le contrôle. Effectivement, il y a Reprenons le contrôle qui est parti souverainiste, qui est le seul parti souverainiste qui a de l'avenir d'ailleurs, parce que Charles Gallois c'est allié au RN, mais sinon. SC. La République qui se dit universaliste dans les faits laisse prospérer le tribalisme et le communautarisme du moment que ces modes sont exogènes. Si c'était un communautarisme blanc, il serait combattu. Exactement. Exactement. Bon, on va pas, je vais pas développer plus que ça. En plus, je crois que j'en avais parlé dans le live où j'ai analysé le discours de Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'humanité. Mais dans la pensée de gauche, l'indigène, parce qu'en France, l'indigène, c'est moi, c'est vous, c'est le français ethnique, l'indigène, en France. Pas pour la gauche. Pour la gauche, l'indigène, c'est celui qui a été historiquement victime de la colonisation. Donc, l'Africain qui migre en France, c'est un indigène. L'Africain qui migre en France, c'est de la décolonisation. Le Français qui veut rester en France, entre Français, c'est de la colonisation. La gauche redéfinit les mots de cette manière. Donc effectivement, oui, quand le communautarisme et le tribalisme sont endogènes, quand ce sont les Français qui veulent défendre leurs intérêts nationaux, la gauche se scandalise, se choque. Quand ce sont des étrangers qui le font, la gauche dit c'est leur culture, c'est leur identité, il faut la protéger. Bon ben voilà. Ah. Laurent Bouger, j'aime bien les cartes. Dernièrement, je suis tombé sur un site très éclairant de cartes allant de la baisse du QI à l'usage du porno, du droit des femmes, etc. Écoute, si tu as envie de partager le nom du site dans le chat pour que les gens puissent aller s'y référer. Ah, Maximator, Ciotti tape beaucoup sur ses anciens amis. Oui, non, mais Ciotti, regardez les gens qui l'ont suivi. Ciotti, il a été suivi par tous les jeunes qui sont beaux et intelligents euh, à ALR, OLR. Tous les jeunes beaux et intelligents ont suivi Ciotti. Il leur reste les moches, les idiots et les vieux boomers. Fini. C'est ça LR aujourd'hui. Ciotti a pris les forces vives. Et d'ailleurs, en termes de militants, ça marche plutôt bien parce que, putain, je sais plus, mais ils ont plus 15 000 ou 20 000 adhérents déjà. Donc, ça marche bien. Maximateur dit les souverainistes vont dire c'est pas possible.
Et oui, mais parce que les souverainistes ne pensent pas à la politique, ils ne pensent pas à le rapport de force. Les souverainistes, c'est les gens qui te disent l'Union européenne nous tue, mais élisez-moi et moi je vais obéir aux droits européens. Élisez-moi et moi je vais faire une sortie de l'Union européenne selon les règles bien propres établies par les traités. Je vous rappelle que De Gaulle, la Ve République, c'est un référendum. Enfin, il est passé en force pour faire son référendum. Donc, à un moment, les souverainistes sont des cocus. SC. La lâcheté de la République n'explique pas tout. Il y a aussi des intérêts derrière à laisser venir toute cette immigration de très mauvaise qualité, dumping social entre autres, mais pas que. Et ça, justement, j'ai envie de faire venir là dans les semaines qui viennent, enfin d'ici la fin de l'année, je sais pas exactement quand, j'aimerais faire venir Umberto Pontes, qui lui parle beaucoup plus d'économie, et, et on parlera de ça. On parlera de ça. Allez, je lis là les 2 derniers commentaires qu'il y a dans le chat et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Laurent Bouget, mon choix serait Marion, assez absente par chez moi en Bretagne, mais ras-le-bol du RN, j'ai rendu ma carte. Oui, non mais le RN est exaspérant par moment, je sais. Mais bon, par exemple, prenons en ce moment la situation parlementaire. Barnier a clairement franchi les lignes rouges du RN. Le RN doit-il censurer? Moi, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que le gouvernement actuel, il y a Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur qui est déjà très bon pour nous. Le gouvernement actuel a très bien compris que LFI, c'est la stratégie du chaos. Donc, les seuls acteurs rationnels avec qui négocier au Parlement, c'est le RN. Donc le RN, sans avoir la majorité, a quand même une influence sur les décisions parlementaires. Il a quand même son mot à dire. Donc, franchement, c'est pas si évident que ça, parce que demain, Macron dissout, fait un gouvernement de gauche, LFI arrêtera de censurer, et les macronistes, c'est pas sûr qu'ils votent la censure avec le RN. Pas sûr du tout. Donc méfions-nous de la pensée magique, qui est de croire que... méfions-nous de la pensée magique. Après, Maximateur, il dit Retailleau, c'est de la com, je serais pas aussi optimiste que ça. Ouais, ok, d'accord, mais en fait, Retailleau, il va faire de la com. On sait qu'il va être limité. On sait qu'il va être limité dans son action, tout simplement du fait qu'il est globalement isolé dans le gouvernement. Mais en tant que ministre, il a les pouvoirs exécutifs, il peut faire des choses. Il peut faire des choses et il en a déjà fait quelques-unes. Arrêtons. Ça aussi, à un moment, c'est fatigant. Arrêtons, dès qu'il y a un mouvement qui va dans notre sens, de dire oui, mais c'est que de la com, c'est pas assez radical. La gauche, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'elle travaille petit à petit pour tout infiltrer, tout contrôler. C'est parce que nous, à droite, nous avons cette pensée de l'homme providentiel et du grand soir que nous n'avons pas fait ce travail-là, que nous nous sommes laissés faire, que nous avons été fragiles. Donc à un moment, ok, Retailleau sera limité. Mais en attendant, je préfère avoir un Retailleau à l'intérieur et un RN qui peut jouer de l'influence dans les décisions parlementaires et essayer de tenir comme ça pendant 1 an. Et dans 1 an, on censure pour provoquer une dissolution de l'Assemblée et retourner aux urnes. Ça, c'est une vraie stratégie politique de la part du RN. Une vraie stratégie politique. Teddy a fait un live là-dessus en début de semaine, donc allez le voir, je crois que c'est mercredi qu'il l'a fait. Donc voilà, et Maximateur dit en cas de censure, on aura au mieux un Barnier bis. Ben oui, exactement. Donc Laurent Bouget qui a oublié le nom du site, c'est dommage. Hubert Martin qui dit à bientôt mon week-end. Et bah idem.
je vais vous dire à bientôt. Donc je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, allez vous procurer le bouquin. Le bouquin, il est ici. Le cours de Monsieur Paty, écrit par Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime, laisser un commentaire, partager la vidéo. Vous pouvez soutenir ISTV et notre travail par le bouton rejoindre sur YouTube, par la cagnotte Tipeee. Vous retrouverez le live sur Spotify. Il sera diffusé sur Spotify. Je remercie les gens qui nous ont rejoints récemment. Maximator, non, mais c'est sûr que Retailleau, c'est mieux que Cazeneuve, Bertrand, ou je ne sais quel mollasson, mais il ne faut pas que ça fasse une Sarkobis. Tout à fait d'accord, on est d'accord sur le principe. Donc voilà, je vous remercie. Et sur ce, bonne soirée.